Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Tout de suite, les titres du journal. 21e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président Patrice Talon participe à l'événement. La revue des grands chantiers de l'UEMOA est au menu des échanges. Production de l'ananas au Bénin, le ministre de l'Agriculture a visité 3 grandes exploitations de production de fruits dans les communes de Toribosito et d'Alada. Vous suivrez le point de la visite dans quelques minutes. Et puis, une campagne de chimio-prévention du paludisme a été lancée à Tangueta. La campagne va contribuer à la prévention des épisodes du paludisme dans les zones à forte prévalence. On démarre ce journal par cette information. Mesdames et messieurs, vous suivrez la retransmission en direct du retour des écureuils du Bénin sur la télévision nationale. Restez donc câblés. Le chef de l'État à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le président Patrice Talon, prend part au 21e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ce sommet. Il s'agit de la revue des grands chantiers de l'UEMOA, le financement des économies des pays membres et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaini, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération faisaient partie de la délégation présidentielle. Suivant le compte rendu de ce sommet de l'UEMOA. Le président Patrice Talon est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jeudi dans la soirée. Il est accueilli par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Ce vendredi 12 juillet, c'est le président Alassane Dramane Ouattara en personne qui accueille ses pairs venus assister au 21e sommet ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Les chefs d'État membres de cette organisation ont passé en revue les grands chantiers mis en œuvre, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité. Le financement des économies de l'espace UEMOA était aussi à l'ordre du jour. L'activité économique est restée dynamique au sein de l'Union au cours de l'année 2018. Pour la 7e année consécutive, le taux de croissance économique de l'Union s'est situé largement au-dessus de la barre de 6%, s'élevant à 6,6% pour 2018, même niveau enregistré en 2017. Cette performance, imputable notamment au renforcement de la production agricole, est également due à la bonne tenue des activités dans tous les secteurs. Au titre de l'approfondissement du processus d'intégration financière, la BCEAO a, au cours de l'année, renforcé ses actions en faveur de la diversification des produits et des mécanismes de financement des économies de l'Union. Elle a procédé au lancement du dispositif de soutien au financement des PME-PMI en relation avec les ministères de tutelle dans l'ensemble des pays de l'Union. 79 structures d'appui et d'encadrement aux petites et moyennes entreprises ont ainsi été sélectionnées pour accompagner en amont ces entreprises à satisfaire les conditions d'éligibilité, mais également à suivre ces entreprises dans la mise en œuvre de leurs investissements après l'obtention du financement. En plus de son accès au marché financier international, la coopération entretenue entre la BOAD et les partenaires financiers internationaux lui a permis de signer de nouvelles conventions d'emprunt pour un montant de 308 milliards de francs. La BOAD a par ailleurs poursuivi ses activités orientées vers la promotion de la finance climat. Ainsi, l'approbation définitive du fonds d'adaptation du projet régional de promotion a permis de lancer le projet régional de promotion d'une agriculture climato-intelligente dans 5 pays de l'Union, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et le Togo, pour un montant de 14 millions de dollars. La banque a également mobilisé des ressources auprès du Fonds vert pour le climat afin de financer des études de projet. Le président Alassane Dramane Ouattara, en qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, a dit la détermination des pays de l'UEMOA à lutter contre le terrorisme. Il s'est aussi félicité de la croissance dans l'Union, croissance qui est de l'ordre de 6,6% en 2018. Il faut noter que le président Patrice Talon prend part à ce sommet de l'UEMOA en qualité de président de la République du Bénin, mais aussi président du comité de haut niveau sur l'énergie. Outre le ministre de l'Économie et des Finances,
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbanossi, était de la délégation du président Patrice Talon à ce sommet de l'UEMOA. Après un séjour de plusieurs jours à Moscou pour des rencontres de haut niveau à la faveur de la conférence parlementaire Russie-Afrique, mais aussi à Abidjan en Côte d'Ivoire pour les travaux de la 45e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, est de retour au pays. Il nous fait part ici des retombées de son séjour à l'étranger. La Russie qui a manqué de s'impliquer dans les relations parlementaires en général et au Bénin en particulier, pense reprendre sa place dans le concert des nations au niveau de la diplomatie parlementaire. Nous avons pu obtenir des promesses fermes d'octroi de 60 bourses pour les étudiants béninois et à matérialiser par le biais de la coopération, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Nous avons pu avoir la promesse ferme de former nos agents des forces de sécurité compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport au terrorisme et par rapport à l'insécurité. Ensuite, nous sommes venus à Abidjan où, par le biais d'une diplomatie offensive, nous avons participé à la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À ce niveau, nous avons pu obtenir un poste de chargé de mission et nous avons pu avoir aussi un poste de vice-président de commission. Et s'il faut reconnaître qu'il y a environ 88 sessions qui se sont retrouvées à Abidjan et le Bénin ait pu décrocher ces postes, c'est comprendre que le Bénin a sa place au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Parlons agriculture à présent. 3 grandes exploitations de production d'ananas ont été visitées jeudi dernier par le ministre Gaston Dossoui. Ces fermes sont situées dans les communes de Toribocito et d'Alada. Le travail abattu par ces exploitants pour aboutir à la production obtenue constitue des éléments essentiels qui ont retenu l'attention de la délégation ministérielle. Gilles Donsou et Jules Akweikou, compte rendu. L'ananas, 3e filière d'exportation au Bénin, après le coton et le cajou. La production mérite d'être densifiée. Ici, nous sommes dans la ferme de Torikara, 25 hectares. Variété choisie, pain de sucre. Le ministre de l'Agriculture s'imprègne des conditions de travail. Des méthodes bien appropriées y sont utilisées. Déjà au défrichement, nous sommes là, présents. Et surtout au niveau du labour, nous sommes bien présents au niveau du labour. Et nous voyons si le labour respecte les normes, sur la profondeur, respecter tout ça là d'abord. Et après ça, nous allons voir là où il va chercher les rejets. Parce que c'est la semence, ça. C'est très important. C'est quand on a des rejets de qualité qu'on peut espérer avoir de bons fruits après. Nous insistons beaucoup au niveau de l'écartement, la densité. Plus loin dans la ferme de ce producteur, c'est 100 hectares qui s'étendent à perte de vue. La Cayenne lisse est la variété choisie. Le marché existe. Le marché existe réellement au niveau de la sous-région. On n'arrive même pas à satisfaire toute la demande. Oui, nous sommes en train d'utiliser la technique de bâche depuis toujours. L'avantage est multiple. D'abord, ça permet donc d'augmenter le rendement. Ça permet de limiter les entretiens. Et ça permet aussi d'économiser l'eau. C'est-à-dire que ça permet de donner à la plante de l'eau pendant donc les saisons où il n'y a pas suffisamment de l'eau.
Le ministre de l'Agriculture loue l'effort de ces producteurs qui, au quotidien, renforcent le tissu économique béninois. La sortie d'aujourd'hui est de vérifier auprès d'abord des agrégateurs, les gros producteurs, où ils en sont et quelle est leur approche pour tirer les petits producteurs autour d'eux. Nous venons d'une exploitation d'un producteur, pas lettré en français, mais très outillé, très averti des techniques culturelles. Vous avez vu le champ, la végétation, le niveau d'entretien. À celui-là, il reste un effort à faire en matière d'accompagnement technique pour qu'il absorbe les nouvelles technologies de mulch plastique, de couverture du sol pour avoir une production agroécologiquement fiable. Nous voici dans une autre exploitation de taille encore plus grande, de quelqu'un qui est lettré, qui comprend tout, qui calcule les rations de fertilisation lui-même, détermine les périodes d'administration de ces fertilisants, mais il reste encore limité dans la productivité. Il met des bâches plastiques partout, mais il est possible de jouer sur l'agrotechnique encore en faisant une culture sur bion, en faisant le mulch plastique, en apportant une irrigation d'appoint. On fait comment avec lui? Si les choses élémentaires sur lesquelles nous sommes entendus, il les maîtrise, il faut qu'il aille maintenant à l'investissement plus structurant. L'accompagner avec un projet bancable pour aller au financement bancaire. Une visite qui a pris fin par la ferme de Emmanuel à Moussou à Soyo, dans la commune d'Alada. Les membres du Conseil de l'alimentation et de la nutrition Cannes ainsi que les autres acteurs intervenant dans le secteur font le point de la visite d'échange au Malawi. C'est à la faveur d'un atelier de restitution qui va permettre de revoir les stratégies de promotion de la nutrition au niveau national. Le point avec Jean-Claude James. Autour de la même table, la délégation béninoise au Malawi et les autres acteurs du secteur de la nutrition. Ensemble, ils vont revisiter les enseignements majeurs reçus au cours de la mission du 8 au 16 février 2019. Nous avons eu des connaissances non seulement sur le niveau communautaire, comment c'est structuré, comment c'est articulé au service de santé, d'agriculture et d'affaires sociales, comment les chefs traditionnels s'investissent effectivement dans la lutte communautaire contre la malnutrition et comment la direction nationale affecte des spécialistes de nutrition dans chacun des ministères impliqués dans la lutte contre la malnutrition et dans chacune des communes. Toutes les parties prenantes sont unanimes sur la mobilisation communautaire dans la réussite du combat. Mais tout commence par le plan de développement communal, PDC. Nos communes sont essentiellement des communes agricoles. Le volet agriculture dans le PDC doit être prédominant. À partir de cet instant, vous attaquez le mal à la source. Monsieur le Président de la Commission du plan, vous êtes invité à être regardant. Dans les programmes qu'on soumet à l'arbitrage et à l'autorisation de l'Assemblée nationale pour voir si vraiment cette question-là, cette question de la nutrition communautaire est bien prise en charge au niveau des programmes d'État. L'enjeu se trouve au niveau communautaire. Et je souhaite qu'à l'issue donc de cet atelier, nous puissions aller vers une espèce de, de modélisation ou d'harmonisation qui contribuera à unifier davantage nos efforts pour arriver à des résultats concluants. De cet atelier de restitution doit sortir une feuille de route qui permettra d'aborder autrement la question de la nutrition, un facteur essentiel de tout développement humain durable.
Tangueta a abrité jeudi dernier la cérémonie de lancement officiel de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, un programme institué par l'Organisation mondiale de la santé et qui vise à prévenir les épisodes du paludisme dans les zones à forte prévalence. Il vient d'être intégré dans la stratégie sanitaire du Bénin. Modeste Dompégan et Calvador Awanou, compte rendu. La chimio-prévention du paludisme saisonnier CPS est définie comme l'administration intermittente d'un traitement complet d'antipaludiques pendant la saison de haute transmission du paludisme pour éviter la maladie. Son but est de contribuer efficacement à la réduction du taux d'incidence et de mortalité liés au paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois. Ce traitement est réalisé par l'association de la sulfadoxypyrimétamine et de la modiakine et vise à maintenir des concentrations thérapeutiques de médicaments antipaludiques dans le sang pendant la période où le risque de contracter le paludisme est plus élevé. Le Bénin, à l'instar de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, enregistre le paludisme comme la première cause de mortalité et de morbidité. La grande majorité des cas surviennent pendant la saison des pluies, ce qui dénote du caractère saisonnier de la maladie. La chimioprévention du paludisme saisonnier recommandée par l'Organisation mondiale de la santé est désormais une réalité au Bénin. Cette phase pilote qui démarre ainsi prend en compte 2 des 4 zones sanitaires éligibles pour l'opération. Une seule zone sanitaire dans l'Atakura, la zone Tangueta, Materi, Kobli. Et tout la Libori, il y a la zone Malanville-Karimama, la zone Kandi, Sebana, Gogourou et la zone de Banikwara. Donc ça fait 4 zones sanitaires qui répondent à ces critères. Et on devrait intervenir et implémenter cette stratégie au niveau de ces différentes zones sanitaires. Mais puisque c'est une première intervention au Bénin, nous avons voulu passer par une phase pilote. Et pendant cette phase pilote, on a sélectionné 2 zones sanitaires que sont Tangueta, Materi, Kobli et Malanville-Karimama. Les enfants âgés de 3 à 59 mois sont concernés par cette opération. De juillet à octobre, on va donner des médicaments aux enfants pour augmenter la concentration des molécules dans le sang et par conséquent, ces enfants ne font plus faire du paludisme. La stratégie doit être portée par la communauté elle-même, puisque ça concerne la communauté. Donc nous avons sélectionné des relais communautaires en collaboration avec des élus locaux dans tous les villages et que ces relais sont formés par rapport à l'administration, à l'utilisation du médicament et ils doivent procéder au traitement de ces enfants qui ont été recensés. Les bénéfices escomptés de la chimioprévention du paludisme saisonnier sont nombreux. Il s'agit entre autres de la prévention de 75% des épisodes de paludisme, de la réduction de la mortalité infantile jusqu'à un décès pour 1000 enfants, de baisser les cas cliniques de paludisme dans l'année suivant la première année de mise en œuvre de la CPS. Plusieurs organisations non gouvernementales telles que l'USAID et l'OMS sont partenaires de l'initiative. Les premières doses de la sulfadoxine pyrimétamine combinées à la modiakine ont été administrées à des enfants présents au lancement. La médecine traditionnelle, le sujet était au cœur d'une rencontre qui a réuni chercheurs et praticiens. Il s'agit de la journée scientifique internationale organisée par le coordonnateur sud du projet Valtramed. L'objectif est de ressortir le lien entre la médecine et la recherche scientifique. Jean-Claude James et Alexis Kenom pour le point. Membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, et les acteurs de la médecine traditionnelle sont côte à côte pour un exercice. Échanger sur le thème « Intégration de la médecine traditionnelle et recherche scientifique ». Aujourd'hui, l'intérêt croissant pour la médecine traditionnelle n'est donc pas un rétropédalage dans le passé, mais une vision plus complète, plus inclusive, équilibrée et innovante de la prise en charge globale du patient dans son contexte dialectique de biodiversité sociologique, culturelle, et environnementale. On se retrouve avec l'académie pour voir quel est le lien
entre les recherches scientifiques et les demandes de la population. Comme on le sait très bien, le secteur de la médecine traditionnelle, c'est d'abord les plantes et les savoirs endogènes. Donc, ce travail-là nous permet de les concilier et de faire un retour aux acteurs que les savoirs endogènes qu'ils ont liés à l'utilisation de ces plantes sont justes ou fausses ou améliorables. Cette journée scientifique internationale intervient à la fin du projet Valtramed, soutenu par les partenaires de la Belgique durant les 5 années de mise en œuvre. Je pense que la présence de tradipraticiens qui sont justement demandeurs d'avoir des informations complémentaires pour la mise en forme galénique, pour la validation des propriétés, montre qu'il y a une volonté. Je pense qu'il y a également une volonté politique. Donc je pense que tout est réuni pour que dans l'avenir, de nombreux médicaments traditionnels améliorés ou médicaments à base de plantes soient mis sur le marché. Grâce au projet Valtramed, salué par les autorités de l'Université d'Abomey-Calavi, le Bénin dispose désormais des laboratoires qui permettront aux tradipraticiens de tester leurs produits. Retour des écureuils au Bénin, vous suivrez l'événement à partir de 16h30 à travers une émission spéciale sur la télévision nationale, un moment de télé que vous offre l'ORTP. Ce journal se poursuit. L'une des exigences de la réforme budgétaire aux institutions publiques, c'est la tenue des revues périodiques en vue de l'amélioration de leur performance. Le ministère de l'Énergie a fait l'exercice jeudi dernier à Cotonou. Enoch Mpati et Simon Villon. Je vous remercie. Au ministère de l'Énergie, un arrêt s'impose pour faire le point de l'exécution physique et financière du plan de travail annuel PTA. Sur le semestre, il y a eu des points positifs. Il y a eu plusieurs projets du portefeuille qui ont été exécutés, à travers bien sûr la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités qui ont été exécutées à hauteur de 32%, contre un engagement des ressources planifiées à hauteur donc de 51,5%. La particularité est que cette année, il y a eu beaucoup plus d'engagement de ressources que par rapport à l'année passée. En 3 mois d'exécution du PTA, à la fin du 2e trimestre, le ministère de l'Énergie a réalisé plusieurs performances. À fin juin, nous avons engagé plus de 51% de notre budget, ce qui fait, comparé à 2018, une augmentation de près de 12% si on compare sur la même période, ce qui est une performance à souligner. Une autre performance à souligner, même si pour moi c'est encore insuffisant, c'est que par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu, il y a 3 mois, nous avons plus que doublé le taux d'exécution donc, de notre budget. Et il faut noter quelques réalisations importantes, notamment au niveau de la disponibilité de l'énergie à travers non seulement l'importation, mais également les moyens de location qui ont à vocation d'être démobilisés dans les mois qui viennent, mais ils doivent être payés, donc garantir ce paiement pour pouvoir garantir la disponibilité de cet intrant majeur pour nos populations. Autant de réalisations concrètes sur le terrain. Et pour le ministre Jean-Claude Oussou, 2019 est une année de consécration. On dit souvent qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Mais nous avons la chance, à travers les objectifs clairs que le gouvernement nous a fixés, nous savons exactement où on doit aller. Donc, nous sommes bien sur la voie de cette année de consécration que j'avais annoncée en début de l'année, notamment à travers 2-3 exemples concrets, mais qui avancent bien. C'est l'inauguration prochaine de cette centrale de 120 MW qui est historique dans notre pays, avec les dernières technologies au monde dans ce secteur, puisque nous avons réalisé cette centrale bien avant l'heure qui était prévue pour sa réalisation. Mais c'est également cette détermination du gouvernement à faire des énergies renouvelables un sous-secteur important pour notre mix énergétique que nous voulons responsable. Au cours de cette rencontre, des instructions fermes ont été données pour l'aboutissement heureux de certains dossiers. La disponibilité de l'énergie électrique en continu est une priorité pour le gouvernement et les recommandations de cette revue pourront bien contribuer davantage à l'atteinte de cet objectif.
D'un exercice de revue à un autre, le personnel du ministère de l'Eau et des Mines a fait une évaluation trimestrielle du plan de travail annuel gestion 2019. Cet exercice a eu lieu à Cotonou. Je voudrais que cette séance soit une séance d'échange en toute franchise. 3 mois après le premier trimestre de l'année 2019, cadres et différents responsables du ministère de l'Eau et des Mines évaluent les performances réalisées. Ce que je puis vous annoncer, c'est que sur un budget de plus de 60 milliards, nous avons pu engager plus de 22 milliards et ordonnancer 18 milliards. Le taux physique est estimé à 40%, contre 14% au premier trimestre de l'année 2019. Sur la base des engagements, nous avons atteint un taux de 37% contre 19,5% au 31 mars 2019, soit une amélioration de 17,5 points pour une cible de 30,5 points. Sur la base des ordonnancements, nous avons réalisé un taux de 30% contre 19% au 31 mars 2019, soit une amélioration de 11 points pour une cible de 31 points. Malgré ces performances réalisées, le taux de mise en œuvre du programme d'investissement public PIP reste faible. Ce rendez-vous trimestriel de reddition de comptes du ministère de l'Eau et des Mines vise un seul objectif, satisfaire le besoin en eau des populations pour que d'ici 2030, elles toutes aient un accès universel et équitable à ce liquide vital. C'est d'ailleurs un des objectifs des ODD. La première phase du projet de formation de cadres supérieurs en sciences mathématiques et applications évaluées. Les membres du Conseil d'orientation scientifique et pédagogique du Centre d'excellence africain dans les sciences mathématiques et applications sont venus de plusieurs pays du continent, mais aussi de l'Occident pour faire l'exercice. Guillaume Avieno, Brissongo. Des sachants des mathématiques à l'IMSP, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Ils y sont pour la réunion du Conseil d'orientation scientifique et pédagogique du CEASMA, le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications. Un creuset mis en place à la création du dit centre en 2015. Le CEASMA, financé par la Banque mondiale, a pour mission d'aider les États africains à disposer de chercheurs de niveau international dans les mathématiques et leur application dans différents domaines. Les maths sont vraiment essentielles pour le monde, partout. Et donc, en particulier, c'est essentiel pour le Bénin. Et je crois que cette initiative ici, c'est très important pour la région, en fait. On a créé beaucoup de doctorants de Bénin et d'autres pays de la région. Et je crois que ça, c'est la chose fondamentale pour augmenter le niveau scientifique ici. Pour une première phase du projet de formation qui s'est déroulé sur 2 ans, le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications semble avoir des motifs de satisfaction. L'institution, classée parmi les 22 centres du genre financés par la Banque mondiale, rencontre cependant quelques difficultés. Les décaissements de la banque sont liés à la vérification de certains indicateurs qui avaient été définis. Et ces indicateurs vont de la formation jusqu'à la gestion financière, le contrôle des prestations des marchés, etc. Donc une difficulté, à mon avis, c'est qu'il faut que la banque vérifie avant qu'il y ait des décaissements. Et donc ça pose un problème, mais comme le projet a été prolongé jusqu'en mars 2020, nous espérons pouvoir obtenir tous les décaissements avant la fin du projet. Avec le lancement à partir de 2020 d'une seconde phase du projet auquel l'informatique considérée comme une discipline à part sera associée, le comité de pilotage gagnerait à réduire les lourdeurs administratives lors des décaissements, mais aussi donner au centre d'excellence tout son prestige. J'aimerais qu'un effort soit fait pour qu'on se rende compte que le centre devait être considéré comme une institution où les lourdeurs administratives devaient disparaître pour un plus rapide progrès. À terme, le CEASMA voudrait devenir le pionnier en matière de fourniture de cadres scientifiques capables
de booster le développement scientifique et technologique du continent. Des agents des services de la mairie de Ndali bénéficient d'un renforcement de capacité en matière d'élaboration des plans communaux de communication. C'est dans le cadre d'une mission d'assistance aux communes organisée par la direction départementale de l'économie numérique et de la communication du Borgou Alibori. Ronald Robinson, Canel Kago. La communication vaut son pesant d'or dans la construction de l'image et la notoriété de toute entreprise. Pour assister les communes dans l'élaboration des plans communaux de communication, la direction départementale de l'économie numérique et de la communication du Borgou Alibori a organisé la présente formation. L'objectif de cette activité est d'améliorer la redevabilité des communes dans les départements du Borgou et de la Libori. Et de façon spécifique, c'est d'améliorer les capacités des services de l'information et de la communication dans les communes. Et un autre aspect, c'est de faire comprendre aux autorités communales la nécessité pour leur mairie de disposer d'un plan de communication et de sa mise en œuvre et de son suivi rigoureux pour l'amélioration de la visibilité des actions communales. Au cœur de cet atelier de formation de communication, les enjeux de la communication municipale aujourd'hui et les techniques et outils des plans de communication. Après leur présentation, le premier participant, le maire Gaston Yorou, appréhendant l'importance de la formation, s'engage à changer de fusil d'épaule en matière de communication. Il faut savoir ce que vraiment les populations veulent, comment elles appréhendent, disons, nos actions. Je crois qu'avec ce que nous avons appris encore aujourd'hui, je crois que les séances de reddition de comptes à venir seront mieux organisées. Bien que la télévision soit un peu plus lourde que les radios, elle nous est indispensable en ce sens que là, on nous voit, on nous entend. Et on dit le plus souvent en matière de communication, celui qui vous entend et vous voit en même temps retient mieux que si seulement vous parliez. J'ai acquis des connaissances que moi, sincèrement, je n'avais pas. Ce qui m'a marqué au cours de cette formation, c'est surtout la stratégie du plan de formation. Comment élaborer un plan de formation? On n'avait pas du tout un plan de communication. Il y aura vraiment un beau changement. Sur les 14 communes que compte le Borgou et l'Alibori, cette formation sur l'élaboration des plans communaux de communication se déroule pour le moment à Ndali, Kadale et Segbana. La direction départementale de l'économie numérique et de la communication du Borgou Alibori souhaite son extension vers le reste des communes. Un bureau provisoire d'un mandat d'1 an vient d'être officiellement installé à Porto Novo pour gérer les sorties du culte Egungun. Le dit bureau a été présenté à la presse mercredi à la préfecture de Porto Novo. Guillaume Avienou. Autour d'une même table à la salle de conférence de la préfecture de Porto Novo, des membres du SCAS, le suprême conseil des adeptes du culte Egungun et de l'AYOB, l'association des adeptes Egungun autonomes Yoruba du Bénin. Deux organisations pour la promotion du culte Egungun, connues sous le vocable de revenants, qui sont restées près d'une décennie des organisations rivales. Cette rencontre a été l'aboutissement de plusieurs conciliabules et échanges pour le retour à la normale autour de l'organisation de la fête triennale de purification de la ville de Porto Novo et ses environs, appelée Agan. C'est aussi les conclusions d'une mission confiée à un comité restreint conduit par la préfecture et la municipalité de Porto Novo. La mission était d'analyser les anciens documents ayant régi l'ancien bureau qui était mis en place sous le roi Feu Onikoyi, mais ce bureau n'a pas fonctionné. Ils n'ont qu'à nous dire pourquoi. Et deuxièmement, de nous proposer comment se déroulera, c'est là le différent. L'organisation de la fête dite Agan dans la ville de Porto Novo et ses environs. Parce que c'est une cérémonie qui se déroule tous les 3 ans. Et 3 mois avant la cérémonie, sinon 3 mois avant la fête, il y a certaines cérémonies qui se font dans les couvents. Donc, comment ils entendent organiser cette cérémonie au niveau de notre département,
dans la paix et dans la sérénité. Et troisièmement, nous proposer comment mettre fin aux sorties tous azimuts des Egungun dans la ville de Porto-Novo et ses environs. Au terme des travaux du comité restreint, un bureau transitoire de 13 membres avec un mandat d'1 an a été mis sur pied. Il a pour mission de liquider les affaires courantes et d'élaborer des tests devant désormais régir les sorties du culte Egungun à Porto-Novo et environ. Ce bureau doit nécessairement proscrire toute sortie des Egungun les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sauf cas de force majeure, sur toute l'étendue du territoire du département de Lomé. Deuxième tâche, interdire sur toute l'étendue du territoire du département de Lomé des Egungun au-delà de 19 heures. Nous ne voulons pas du tout voir dans la ville un Egungun aller sans Mario. Et s'ils sont 2 ou 3, il doit avoir son Onilou derrière lui. Ce qui est attendu à terme des adeptes du culte Egungun, dignité et discipline. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention et n'oubliez surtout pas, les écureuils du Bénin seront de retour cet après-midi au Bénin. Vous suivrez l'événement à partir de 16h30 à travers une émission spéciale sur la télévision nationale. Un moment de télé que vous offre l'ORTB. Restez donc câblés.